Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document assez fascinant. Le protocole Kyste et Fibrome de Jean-Louis Dossou. Oui, un document très particulier. Voilà. Et je préfère préciser tout de suite, notre but n'est pas du tout de donner un avis médical. Non, bien sûr. C'est vraiment d'explorer la philosophie derrière cette approche holistique. Elle propose de voir les kystes et fibromes non pas comme des ennemis à abattre, Mais comme des messages. exactement, des messages du corps. Notre mission, c'est de décortiquer un peu cette vision qui lie la biologie, les émotions et même l'héritage. Tout à fait. Et en fait, le point de départ de tout le document, c'est une idée assez forte. Oui, il dit que les kystes et fibromes sont les formes solides d'un terrain déséquilibré. Il utilise une image que je trouve parlante, des condensations biologiques. Des condensations. Oui, c'est une façon de dire que ce qui n'a pas pu circuler librement, que ce soit le sang, la lymphe, mais aussi les hormones ou une émotion, tout ça finit par se matérialiser. Ça prend forme. Et il y a une distinction dans le texte que j'ai trouvé vraiment presque poétique. Ah oui, le premier, c'est hormonal, la fameuse dominance œstrogénique. On en entend beaucoup parler de ça. Oui, en gros, trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. C'est souvent le point de départ. Ok. Le deuxième, c'est un état inflammatoire chronique, un feu intérieur silencieux qui va nourrir la croissance de ces tissus. Et le troisième? C'est la congestion, une stagnation du sang et de la lymphe dans le bassin. L'analogie utilisée est celle d'un delta de rivière. J'aime bien les analogies. Celle-ci est bien. Tant que le courant est fort, tout circule. Si le courant ralentit, les sédiments se déposent et se solidifient. C'est l'image de la stagnation pelvienne. D'accord. Donc on a ce terrain fertile avec ces trois causes. Mais comment ce terrain se crée-t-il au quotidien? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le document identifie des facteurs qu'on ignore souvent. Oui, et ça commence avec notre environnement direct. Le document parle des perturbateurs endocriniens, les xénoestrogènes. Un terme un peu technique. Oui, mais l'idée est simple. Imaginez que votre corps a des serrures, les récepteurs hormonaux. Seules vos hormones, les bonnes clés, devraient y entrer. Eh bien, les xénoestrogènes qu'on trouve dans les plastiques, les cosmétiques, Partout, en fait. voilà, ce sont comme des fausses clés. Elles rentrent dans la serrure et sèment la pagaille. Donc notre corps se fait un peu pirater. Il reçoit des signaux œstrogènes en permanence, ce qui crée le déséquilibre. C'est tout à fait ça. Et à ça s'ajoute un autre facteur majeur, le stress ovarien. Oui. L'idée, c'est que quand le cerveau est en mode survie à cause du stress, la fertilité n'est plus une priorité. Il la met en veilleuse, une sorte de hiérarchie de survie. Le corps se dit, l'urgence, c'est le stress, la procréation attendra. C'est exactement ça. Et du coup, ça peut bloquer l'ovulation. Et sans ovulation, pas de progestérone. La balance penche encore plus du côté des oestrogènes. Logique. Et c'est lié au troisième facteur, notre mode de vie. La sédentarité. La position assise prolongée bloque tout dans le bassin. Le document utilise l'image d'un lac qui, s'il n'est jamais brassé, devient vaseux. Cette image est terrible, mais tellement parlante. On sent presque physiquement ce que ça veut dire quand on passe sa journée assis. Elle est très visuelle, oui. Après, bien sûr, il mentionne l'alimentation pro-inflammatoire. Sucre, produits laitiers, farine blanche. Les suspects habituels. Voilà. Mais la dimension la plus profonde, c'est la symbolique. Le texte évoque les colères non exprimées, les désirs de maternité réprimés ou des deuils non faits. Fausse couche, IVG. Et c'est là qu'il y a cette phrase très marquante, oui. Un fibrome peut devenir un enfant non né. Attendez, cette phrase est très lourde de sens. Elle peut être difficile à entendre. Est-ce que le document explique comment il arrive à cette conclusion? Il l'aborde sous l'angle de l'énergie créatrice. L'utérus est vu comme le centre de la création, que ce soit un enfant, un projet. D'accord. Quand cette énergie est bloquée ou endeuillée et que ce deuil n'est pas traversé, eh bien cette énergie se condenserait. C'est une interprétation purement symbolique, une invitation à explorer ce que cette masse pourrait représenter sur un autre plan. Je comprends mieux. Face à ce tableau, qui est assez complet, voire un peu intimidant, Oui. ok, le document ne nous laisse pas sans réponse. Il propose une solution structurée autour de 4 grands piliers. Et c'est pas juste manger mieux. Non, c'est beaucoup plus intégré. Il appelle ça les 4 piliers de la décongestion naturelle. Le premier, sans surprise, c'est l'alimentation. Ok. Mais l'objectif est précis, dégonfler, décongestionner et réguler.
Le texte parle d'anti-œstrogènes naturels. Par exemple, les graines de lin moulues qui capturent les œstrogènes en excès, ou les légumes crucifères, le brocoli, le choucal, qui aident le foie, c'est ça. Exactement, qui l'aide à mieux métaboliser ses hormones. Le deuxième pilier, son nom m'a intrigué, le mouvement sacré. Le mot sacré est fort. Qu'est-ce que ça veut dire de plus qu'un simple exercice? Ça implique une intention. L'idée, ce n'est pas de brûler des calories, c'est de remettre de la vie et de la conscience dans le bassin. D'ailleurs, le document déconseille le sport trop intense qui génère du stress. Ah oui, paradoxalement. Il privilégie des pratiques douces, qigong de l'utérus, yoga pelvien. Il mentionne même la danse intuitive, pas pour la performance, mais pour, je cite, réveiller la sensualité endormie. Une approche très différente. Le troisième pilier, la détente hormonale, semble lié. On revient au stress, on y revient toujours. C'est le pilier de l'apaisement du système nerveux. L'outil principal est très simple, la respiration vagale. C'est-à-dire, juste rendre l'expiration plus longue que l'inspiration. Ce simple geste envoie un message de sécurité au cerveau. Le texte utilise une métaphore, le stress vole la progestérone pour fabriquer du cortisol. C'est pas des vases communicants? C'est ça. Le corps en urgence se dit « j'ai besoin de toutes les briques pour le mur de défense » et il ne reste plus rien pour les autres projets. Et on arrive au quatrième pilier, le plus immatériel. La libération des émotions stockées. L'idée que l'utérus est une archive vivante. C'est le cœur de la dimension symbolique. L'utérus comme réceptacle des mémoires personnelles et même familiales. Le protocole propose des outils pour dialoguer avec cette archive. Par exemple, écrire une lettre à son utérus. Lui demander ce qu'il a à dire. Voilà, c'est une façon de renouer le contact. Cette idée de mémoire transgénérationnelle, ça peut sembler un peu ésotérique. Comment le document rend ça concret? Par des rituels personnels. Il propose par exemple un rituel de pardon féminin. L'idée est plus psychologique que mystique. D'accord. Il s'agit de créer un acte symbolique pour reconnaître les souffrances passées dans sa lignée de femmes. Les avortements tuent, les maternités empêchées. En faisant ça, on met fin au silence, on libère une parole. C'est un travail d'intention pour délier des nœuds qui, selon cette philosophie, ne nous appartiennent pas entièrement. Donc on a ces 4 axes, alimentation, mouvement, détente et émotion. Et tout ça est organisé dans un programme de 21 jours. Comment ça se découpe? C'est très structuré? 3 phases d'une semaine. Phase 1, jour 1 à 7, c'est apaiser. On commence par calmer le jeu. Exactement. Calmer l'inflammation, le système nerveux. On n'attaque pas le problème, on crée un environnement de sécurité. Logique. Phase 2, jour 8 à 14, circuler. Une fois le corps apaisé, on active la circulation du sang, de la lymphe, de l'énergie. Et la dernière semaine, phase 3, jours 15 à 21, c'est libérer et ancrer. C'est là qu'on aborde plus directement les nœuds émotionnels pour ensuite ancrer les nouvelles habitudes. C'est une structure qui semble vraiment respecter le rythme du corps. On ne demande pas de tout libérer d'un coup. Non, c'est une approche très douce. Et il y a des routines très concrètes. Par exemple, une pratique phare, c'est le cataplasme d'huile de ricin. Ah oui? On pose un tissu imbibé d'huile sur le bas-ventre avec une bouillotte chaude. Selon le document, ça aiderait à ramollir les masses stagnantes. Et il y a aussi cette pratique au nom assez savoureux, la sieste ovarienne. Ça m'a fait sourire. C'est quoi concrètement? C'est presque aussi simple que son nom. S'allonger 15 minutes en silence, les mains sur le bas-ventre, et visualiser qu'on met ses glandes surrénales, les usines à stress, et ses ovaires au repos. Un reset en milieu de journée. Voilà, un petit reset pour briser le cycle du stress et donner une pause au système hormonal. Des gestes simples, mais qui, répétés, visent à réinformer le corps. Alors, si on essaye de synthétiser, que retenir de cette analyse? L'idée fondamentale, c'est un vrai changement de paradigme, non? Oui, complètement. Le grand virage, c'est de cesser de voir son corps comme un champ de bataille. C'est ça. On passe d'une logique de combat contre un symptôme à une posture de dialogue. Le texte est très clair. Ce n'est pas une guerre contre les kystes, mais une conversation avec ce qu'ils représentent. La question n'est plus seulement comment je m'en débarrasse, non? Elle devient qu'est-ce que ça essaye de me dire? Sur mon équilibre, mon stress, mon histoire. Et la conclusion du document pousse l'idée encore plus loin, avec un titre très fort. Libérer son utérus, libérer sa lignée. Oui, la portée devient presque collective.
L'approche suggère que ce travail personnel a une résonance qui dépasse l'individu. En prenant soin de son propre terrain, on participerait symboliquement à apaiser les mémoires des femmes qui nous ont précédés. Et on préparerait un terrain plus sain pour la suite. C'est cette vision très connectée où le bien-être individuel n'est jamais complètement séparé d'une histoire plus large. Et en refermant ce document, ça laisse avec une question qui dépasse largement ce sujet précis. Cette idée que le corps cristallise ce qu'on ne peut pas exprimer. Si on applique ce principe, quel message silencieux nos corps pourraient bien nous envoyer à travers d'autres symptômes? Et qu'est-ce que ça changerait vraiment de commencer à les écouter non pas comme des dysfonctionnements, mais comme des messages